quelques secondes dans ce début de vidéo pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. En effet, à la fin de celle-ci, une nouvelle artisane française sera mise en avant par la chaîne. Paris, janvier 1949. À la veille de la guerre froide, l'affaire de diffamation qui oppose le dissident soviétique Viktor Kravchenko au journal communiste Les Lettres françaises devient le procès du siècle. Dans une salle d'audience bondée, l'auteur de J'ai choisi la liberté a fait venir des témoins qui racontent pour la première fois la famine en Ukraine, les purges et, 15 ans avant Solzhenitsyn, l'enfer des camps soviétiques. Face à lui, soutenu par Moscou, le journal communiste a réuni témoins et intellectuels qui, en ordre de bataille, s'acharnent à nier l'évidence. Durant 3 mois, et sous les yeux du monde, la 17e chambre correctionnelle est le théâtre de la guerre froide. Goulag contre avenir radieux du prolétariat, histoire vécue contre discours officiel, fait contre idéologie. Par quel mécanisme insidieux peut-on rester aveugle devant la vérité ? J'ai choisi la liberté, l'ouvrage du dissident soviétique Kravchenko, paraît en France en 1947 avec le même immense succès que dans le reste du monde occidental. Peu de temps après, l'hebdomadaire pro-communiste, Les Lettres françaises, publie un article accusant Kravchenko de ne pas en être le véritable auteur et d'avoir été piloté par les services secrets américains. L'intéressé porte plainte immédiatement pour diffamation. Quand s'ouvre le procès, le 24 janvier 1949, il apparaît tout de suite qu'il va tourner au procès du régime soviétique et que la question de fond qui est posée là est celle de l'existence des camps de concentration en URSS, d'où de violents débats et des dépositions passionnantes. Tout a donc commencé avec le livre percutant de Kravchenko en 1947, J'ai choisi la liberté, la vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique. Dans ce récit traitant de sa vie quotidienne, Kravchenko y dénonce la collectivisation, les purges et le goulag en Union soviétique, pays alors célébré pour sa victoire sur Hitler et le nazisme. Le 13 novembre 1947, l'hebdomadaire Les Lettres françaises, proche du PCF, publie un article à charge. Comment on a fabriqué Kravchenko. Signé Sim Thomas, le texte est en réalité rédigé par le journaliste réputé André Ullmann, résistant français qui lutta contre les Allemands aux côtés de ses camarades russes. Celui-ci vilipende Viktor Kravchenko, le qualifie d'escroc, de traître, d'ivrogne ou encore de désinformateur à la solde des services secrets américains. Kravchenko n'était pourtant pas le premier à dénoncer la répression en URSS. Depuis les premières années de l'État soviétique, des dizaines d'ouvrages ont traité en France de la répression en URSS et plus particulièrement des prisons et des camps. Robert Guilleneuf, André Gide, Boris Souvarine, entre autres, ont écrit sur l'imposture du régime soviétique. Nombre d'entre eux se sont rendus en URSS, d'autres y ont vécu. Cependant, face à ces témoignages, l'oreille de l'Occident reste inattentive, celle de la gauche intellectuelle volontairement sourde. Il existe toujours de bons arguments quand on ne veut pas savoir. Les renseignements fournis manquent de crédibilité car ils sont invérifiables. La protestation d'anciens partisans désillusionnés pêche par exagération. Les défaillances d'un régime ne préjugent pas de son succès final. D'autre part, la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie renforce l'aveuglement. J'ai choisi la liberté irrite d'autant plus qu'il concourt à dissoudre les certitudes manichéennes acquises à la libération. L'URSS, libérateur ou tyran, faut-il choisir ? Le procès fortement médiatisé débute le 24 janvier 1949 devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, chambre spécialisée dans les affaires de presse. D'un côté du prétoire, Kravchenko, venu des États-Unis avec son avocat Maître Georges Izard, ex-député socialiste et résistant. De l'autre, Claude Morgan, directeur des Lettres françaises, et son rédacteur André Wurmser, défendu par Maître Nordman et Maître Blumel, eux aussi anciens résistants et communistes. Le PCF, alors au gouvernement et qui représente 28,6% des voix, veut défendre à tout prix son prestige fraîchement acquis dans la résistance. En déposant plainte en France plutôt qu'aux États-Unis, où une partie de la presse le dénigrait également, Kravchenko entendait attirer l'attention sur les crimes commis en URSS dans un pays qu'il considérait comme soviétophile et où le Parti communiste jouait un rôle politique important. Dès le premier jour du procès, le président Durkheim avait été obligé de préciser à Wurmser
il y a une erreur de votre part, que je tiens à préciser dès maintenant et que vos défenseurs ont certainement comprise. Ce n'est pas à Kravchenko de démontrer qu'il n'est pas un menteur. C'est à vous de faire la preuve des faits dont vous l'avez incriminé. Ce à quoi le principal avocat des lettres françaises, maître Joe Norman, avait répondu « Nous le ferons ». Dès les débuts de l'affaire, la difficulté à établir la preuve des accusations contre Kravchenko n'avait pas échappé à Norman. Celui-ci indiquait également quelle orientation politique il entendait donner au procès, en concertation directe avec l'ambassade soviétique à Paris. Nous avons pensé qu'il serait bon de montrer que J'ai choisi la liberté s'insérait dans une large campagne contre l'Union soviétique. Il annonçait les témoins choisis en ce sens, figure de la nébuleuse pro-communiste des débuts de la guerre froide, de Frédéric Joliot-Curie à Jean Baby, en passant par le journaliste américain Albert Kahn, auteur en 1946 d'un livre intitulé The Great Conspiracy Against Russia. Soulignant l'excellent accueil réservé à sa démarche par l'ambassade du RSS, Norman concluait en affirmant que le procès pouvait être l'occasion de dégonfler un trait de bas étage, de critiquer les visées expansionnistes et la politique de provocation à la guerre des États-Unis, l'intérêt politique du procès étant alors accru, selon lui, par la personnalité de l'avocat de Kravchenko, Maître Izar, qui depuis 1936 critiquait la politique soviétique. Norman proposait de relancer une large campagne contre les livres de Kravchenko à l'occasion de cette affaire. La défense des lettres françaises avait donc bien choisi l'attaque et l'accusation, donnant d'emblée une double dimension au procès. Celui-ci devait comporter une dimension internationale en organisant la défense dès les premiers instants en synergie avec l'ambassade du RSS, et une dimension politique nationale en se positionnant comme une occasion de condamner l'antisoviétisme et de propager le thème de la paix lancé par le Congrès des peuples pour la paix, qui s'était tenu à Wrocław en 1948 et allait déboucher sur l'appel de Stockholm en 1950 et sur une immense campagne de signature orchestrée par les partis communistes. De leur côté, les proches de Kravchenko se situaient également dans une perspective combative. L'avocat Georges Izar, vraisemblablement appuyé par les réseaux d'anciens mencheviks américains, emplit d'appels à témoigner les journaux russes et ukrainiens, lus dans les camps de personnes déplacées d'Allemagne occidentale, recueillant ainsi, selon Mallory, plus de 5000 propositions de volontaires, parmi lesquelles il fallut ensuite choisir ceux qui témoigneraient. Izar lui-même, poursuivant sa réflexion initiée dès l'entre-deux-guerres sur l'évolution du régime soviétique, fit de ce procès une occasion de révéler ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. Dans l'introduction à la publication de sa plaidoirie juste après le procès, il le remettait ainsi en perspective. Kravchenko a fui pour faire face. Il a dérobé en sa personne tout l'amas de preuves que constitue sa vie. Il a cherché avant tout, dans la liberté, le moyen de libérer la vérité. Saisir un tribunal digne de ce nom, y traduire les diffamations et la tactique de la diffamation, apporter les documents, amener les témoins, provoquer avec le communisme un débat contradictoire. Ce qu'il y a sans doute de plus étonnant dans ce procès, c'est qu'il ait pu avoir lieu. Car le rideau de fer abaissé sur l'Est européen porte l'inscription « La justice n'entre pas ici ». Ce procès tient aujourd'hui une place importante dans la chronologie de la connaissance et de la dénonciation du système soviétique de l'autre côté du rideau de fer. Pourtant, il fut caractérisé par une extrême hétérogénéité des propos et des débats. On l'a vu, les termes de la diffamation visaient la personne de Kravchenko plus que les faits qu'il dénonçait, la délégitimation du premier étant censée entraîner l'invalidation des seconds. Ainsi, dès la première audience, Wurmser attaqua Kravchenko en lui posant de nombreuses questions, démarche incongrue dans la mesure où Wurmser était l'accusé et Kravchenko le plaignant. Le procès dura 2 mois, plus de 100 témoins s'exprimèrent. Maître Blumel, ancien avocat de Léon Blum, invita des hommes politiques, des écrivains, des intellectuels, des compagnons de route du PCF, Louis-Martin Chauffier, Roger Garaudy, Fernand Grenier, Pierre Courtade, Emmanuel Dastier de la Vigerie. Ces témoins de moralité étaient tous convaincus qu'il n'est pas possible que le marxisme-léninisme engendre les choses qu'il a dépassées. Les amis et collègues de Kravchenko, son chef général Rudenko et sa première femme Zineda Gorlova viennent du RSS pour témoigner contre le traître. Le procès est public, la salle comble et la place de l'accusateur, Kravchenko, passe très vite à celle de l'accusé. De fait,
une grande partie des débats fut placée sous le sceau de la décrédibilisation de la personne et de l'œuvre de Kravchenko. Il s'agissait de démontrer que Kravchenko n'était pas l'auteur de son livre et que celui-ci avait été écrit par des Américains dont il aurait été le pantin. Le procès a été fortement marqué par l'enjeu de la diffamation qui était sa raison d'être officielle. Se sont succédés l'attaque personnelle et la dénonciation de la répression soviétique, les piques brillantes et les débats glaçants sur la réalité de la famine ukrainienne ou de la vie quotidienne au goulag. Cette stratégie diffamatoire avait été utilisée à plusieurs reprises par le Parti communiste. Pourtant, il n'abandonna pas. Orateur passionné, il répondit à toutes les attaques. Il appela à témoigner 17 personnes déplacées, des immigrés torturés par le Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures, le NKVD, qu'il a retrouvés en publiant des annonces dans la presse russophone en Occident. À la barre, témoigne également Margaret Buber-Neumann, la veuve du dirigeant communiste allemand Heinz Neumann, éliminé à Moscou pendant les purges. Arrêtée en 1933 et envoyée au goulag en Sibérie, elle a été déportée à Ravensbrück en Allemagne en 1937. Celle qui a miraculeusement échappé à la mort raconte son histoire bouleversante devant la cour et les conditions de détention terribles des camps soviétiques. Après l'avoir écoutée, Simone de Beauvoir s'exclame « Depuis que j'ai entendu cette Allemande, je crois que Kravchenko dit la vérité sur tout. » Le 4 avril 1949, la Cour annonce le verdict et accorde à Kravchenko, à titre de dommages et intérêts, 150 000 francs et condamne Claude Morgan et André Wurmser à 5 000 francs d'amende chacun. Ce procès historique va être utilisé ensuite comme tribune politique par les deux blocs anti-soviétiques et communistes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'heure des premières tensions du début de la guerre froide, il sert à remobiliser le PCF. L'URSS, berceau du communisme, sort ainsi indemne du procès et continue à incarner une idée de la révolution et un élément du nouvel équilibre mondial face à l'impérialisme américain, selon Louis Baudin. À la fin du procès, Kravchenko a donc gagné contre l'aile française qu'il a fait condamner comme diffamateur. Cependant, il l'a perdu face au seul tribunal qu'il souhaitait convaincre, l'opinion publique de son temps. La victoire lors du procès n'a pas suffi à éteindre le communisme. Rédigé en 2002 par l'avocat de profession Étienne Jodel, l'aveuglement offre lui un regard plus juridique sur l'affaire. Jodel se dit frappé par l'obturation mentale dont fait preuve la défense des lettres françaises, représentées lors du procès par Claude Morgan et André Wurmser. Pétris par leur idéologie, ils se refusent à reconnaître certaines vérités et s'enferment dans leur mauvaise foi. Aussi, l'auteur note que bien qu'au sein de la communauté intellectuelle française, quelques-uns dénoncent depuis plusieurs années les crimes contre l'humanité perpétrés par l'URSS, aucun ne vient à la barre cautionner les récits de Kravchenko. Köstler ou Albert Camus, pourtant invités par l'avocat de Kravchenko à venir s'exprimer, ne se déplaceront pas. Jean-Paul Sartre, présent au procès, ne prendra pas la parole. La dernière déclaration de Viktor Kravchenko est clairvoyante. Le tyran Hitler est mort, et après sa mort, on a tout su. Le tyran Staline mourra, et on saura tout. En 1956, les crimes contre l'humanité commis par le régime totalitaire sont révélés partiellement par Khrouchtchev lors du 20e congrès du Parti communiste. Puis, dans toute leur ampleur, lors de l'effondrement de l'Union soviétique, assurant à ce procès une place dans la mémoire collective. Comme vous le savez, j'aime promouvoir et mettre en avant les créateurs français, les artisans, les petits industriels, les petits entrepreneurs. Alors, comme promis, voici Manetta, une artisane française, spécialisée dans la couture et les créations artisanales 100% françaises. Je vous laisse découvrir son univers et la rejoindre si vous le souhaitez, avec les liens en description de sa page Instagram ainsi que de sa chaîne YouTube. Bon visionnage et belle découverte.